L'équipage s'arrêta devant une modeste demeure sur Cavendish Square, tôt un matin de mai. Anna jeta un coup d'œil par la fenêtre, tentant de calmer son agitation. Londres l'accueillait non pas par les portes majestueuses de Buckingham Palace, mais par le modeste perron de la maison de sa tante éloignée, Lady Clarice Huntley, une veuve avec une petite fortune et des relations encore plus modestes dans la haute société. C'était exactement ce qu'il fallait. Madame Lefebvre, sa fidèle dame de compagnie, et la seule complice de cette aventure, fut la première à descendre sur le pavé. La Française d'âge moyen, aux yeux bruns perçants, balaya la rue du regard, comme pour s'assurer que personne ne les suivait. Anna esquissa un sourire malgré elle. Même ici, à 1000 lieues du palais d'Elsen, Madame Lefebvre conservait la vigilance d'une dame de cour. « Tout est calme, votre », commença-t-elle avant de se reprendre. « Pardon, mademoiselle Anna. » Anna hocha la tête et accepta sa main en descendant de l'équipage. Une simple robe grise en mousseline, un modeste chapeau de paille sans ornement, une valise usée dans les mains du cocher. Tout cela devait suggérer une parente pauvre d'Europe continentale, venue dans l'espoir de trouver un bon parti ou, à défaut, une place de dame de compagnie. Personne ne devait soupçonner que cette jeune fille discrète était une princesse fuyant un mariage avec le duc de Bavière, un homme 2 fois son âge, à la réputation sulfureuse et aux ambitions politiques que son père avait jugées une raison suffisante pour cette alliance. La porte de la demeure s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de monter les marches. Sur le seuil apparut Lady Clarice elle-même, une dame d'une 50aine d'années, coiffée d'une cornette et vêtue d'une robe de chambre couleur pêche. Son visage exprimait un mélange de curiosité et d'une légère inquiétude. « Côte 2 » s'exclama-t-elle en tendant les bras. « Enfin te voilà! Le voyage a-t-il été fatigant ?» Anna se laissa étreindre et ressentit une chaleur inattendue. Elle n'avait vu Lady Clarice qu'une seule fois dans sa vie, lorsque celle-ci avait séjourné à la cour d'Elhasson de nombreuses années auparavant. Mais sa parente semblait sincèrement ravie de son arrivée. Côte 4 répondit Anna, s'efforçant de parler avec un léger accent pour expliquer son origine. « Je vous remercie de votre hospitalité. »« Bagatelle, bagatelle, entrez donc !» Agnès, aidez avec les bagages et faites apporter le thé au petit salon. À l'intérieur, la demeure se révéla plus confortable que de l'extérieur. Un couloir étroit menait à un petit salon au papier, peint délavé et aux meubles démodés. Une odeur de lavande et de cire à polir flottait dans l'air. Tout ici respirait la respectabilité tranquille d'une fortune déclinante. Elles s'assirent près de la fenêtre donnant sur un minuscule jardin. La servante apporta le service à thé. La porcelaine avait jadis été précieuse, mais des fissures à peine visibles marquaient désormais les tasses. Côte 7 commença Lady Clarice en versant le thé. Côte 8, Anna baissa les yeux, jouant la gêne. La légende qu'elle et Madame Lefebvre avaient inventée était simple. Une branche appauvrie d'une famille aristocratique, un père décédé ayant laissé des dettes. La nécessité de trouver un bon mariage par elle-même. Côte 9, dit-elle doucement. Côte 10. Côte 11. Lady Clarice lui toucha la main avec compassion. Côte 12. Madame Lefebvre s'éclaircit délicatement la gorge. Lady Clarice, pourriez-vous nous conseiller sur la meilleure façon de nous présenter en société? Mademoiselle Anna souhaiterait assister à des réceptions, mais nous ne connaissons pas les coutumes londoniennes. Sa tante réfléchit, sirotant son thé. Vous voyez? Et mes relations dans la haute société sont très limitées depuis la mort de mon mari. Il était le fils cadet d'un baron et ses revenus, enfin, je suis accepté, mais pas très en vue. Cependant, j'ai une connaissance, la vicomtesse Radcliffe, qui organise des soirées musicales. Assez modeste, mais où se réunit une bonne société. Je pense que d'ici une semaine, je pourrais t'y emmener. Anna sourit avec gratitude, mais ressentit un pincement de déception. Une soirée musicale chez une vicomtesse de second rang, c'était mieux que rien, bien sûr.
Mais les bals grandioses dont elle rêvait étaient loin. Cependant, elle ne pouvait se plaindre. Elle avait elle-même choisi cette voie, en quittant secrètement le palais l'hiver dernier, ne laissant à son père qu'un mot disant qu'elle n'épouserait pas un homme qu'elle méprisait. « Ce serait merveilleux, ma tante », répondit-elle sincèrement. Le reste de la journée fut consacré à l'inspection de sa chambre, petite mais propre, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure, et à la discussion des détails de sa vie à Londres. Lady Clarisse, malgré toute sa gentillesse, était curieuse et posait de nombreuses questions. Anna répondait avec prudence, s'efforçant de ne pas s'embrouiller dans les détails de sa légende. Le soir, lorsqu'elles furent enfin seules dans sa chambre, Madame Lefebvre s'assit au bord du lit et regarda Anna sérieusement. « Qu'Otincis demanda-t-elle doucement en français, pour que personne ne les entende par hasard. Quot septinpad might. Anna s'approcha de la fenêtre. Le crépuscule tombait sur Londres, et quelque part en bas, on entendait les voix des servantes, le tintement de la vaisselle dans la cuisine, les bruits ordinaires d'une maison se préparant au repos. « Côte 18 demanda-t-elle sans se retourner. « Côte 19, côte 20, côte 21. L'interrompit Anna en se retournant. « Ici, je suis simplement mademoiselle Anna von Elson, une parente pauvre. Et pour la première fois de ma vie, je peux choisir. Je peux me promener dans les rues sans l'escorte des gardes. Je peux parler à des gens qui ne cherchent pas à me plaire à cause de ma couronne. Je peux vivre. » Madame Lefebvre soupira, mais hocha la tête. « Bien, alors dormez. Demain, vous devrez vous habituer à votre nouveau rôle. » Les jours suivants s'écoulèrent au rythme tranquille de la maison. Anna aidait sa tante aux tâches ménagères. Apprenait à se comporter comme il se doit pour une jeune fille de modeste moyens. C'était étrange. Ne pas avoir une suite entière de domestiques. Se coiffer elle-même. Lasser son corset elle-même. Mais il y avait quelque chose de libérateur dans cette simplicité. Lady Clarisse l'emmenait se promener à Hyde Park. Anna observait la société anglaise avec une avidité curieuse. Des dames en robes légères, style empire, se promenaient, bras dessus, bras dessous, avec leurs cavaliers. Des calèches roulaient sur les allées, et quelque part au loin, un orchestre jouait. Tout cela était si vivant, si libre comparé à la raideur guindée de sa propre cour. Le samedi, Lady Clarisse annonça que la vicomtesse Radcliffe les avait invités à sa soirée musicale le jeudi suivant. Code 24 dit sa tante avec inquiétude, en regardant Anna. Code 25, Anna échangea un regard avec Madame Lefebvre. Elles avaient des fonds cachés, suffisants pour ne pas vivre dans la misère, mais pas assez pour éveiller les soupçons. Code _ 26 suggéra Anna prudemment. Code _ 27 corrigea Lady Clarisse. Code _ 28. Le lendemain matin, toutes trois se rendirent dans le quartier de la mode. Anna s'efforçait de ne pas montrer son admiration. Même dans sa ville natale, il n'y avait pas de vitrine aussi exquise, une telle abondance de tissus et de bijoux. Londres bouillonnait de vie et de luxe. Le salon de Madame Dupont occupait un bâtiment d'angle avec de grandes fenêtres. À l'intérieur, ça sentait le tissu neuf et l'huile de lavande. La modiste était une petite Française au regard perçant et aux mains agiles. « Lady Clarisse, quelle joie !» s'exclama-t-elle en regardant Anna. Cote 30. Elle commença à sortir des rouleaux de tissu, à discuter des coupes et des finitions. Anna écoutait d'une oreille distraite, son attention ayant été attirée par une calèche qui s'était arrêtée devant le magasin voisin. Un homme grand en redingote sombre impeccable en sortit. Quelque chose dans sa posture, dans la confiance de ses mouvements, la força à regarder de plus près. Il se retourna, et leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre du salon. Anna se figea. L'homme avait des yeux brun foncé, presque noirs. Le visage était sévère, avec des traits ciselés et un menton volontaire. Des cheveux foncés coupés courts,
des plis moqueurs au coin de ses lèvres. Il la regarda pendant quelques secondes. Longtemps, trop longtemps pour un regard fortuit, puis inclina légèrement la tête en guise de salut et se dirigea vers la porte du salon. « Oh non !» murmura Madame Dupont, pâle. « Le duc de Windsor. Vite, Lady Clarisse, dans la cabine d'essayage. Il déteste quand il y a des clientes dans le salon. » Lady Clarisse se leva d'un bond, saisissant Anna par le bras. Mais il était trop tard. La porte s'ouvrit et l'homme entra. Madame Dupont se précipita vers lui avec des excuses, mais il l'arrêta d'un geste. Quote _33 _. Sa voix était grave, légèrement rauque. Il regarda de nouveau Anna. Lady Clarisse fit une révérence maladroite. L'arrêta-t-il de nouveau? Son regard ne quittait pas Anna, et il y avait quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. De la curiosité. Du soupçon? Je ne me souviens pas vous avoir vu auparavant. Êtes-vous nouvelle à Londres? C'était une question directe, et Anna ne pouvait l'ignorer sans paraître impolie. Oui, votre grâce, répondit-elle, faisant une révérence et priant pour que son agitation ne soit pas visible. Je suis arrivé très récemment. Intéressant. Et il fit un pas de plus, et Anna perçut une légère odeur de bois de santal et de tabac. Votre accent européen, mais pas français, allemand? Je viens d'une petite principauté, votre grâce. Il est peu probable que vous en ayez entendu parler. Essayez de me surprendre. Anna déglutit. Elle ne pouvait pas nommer Elson. Ce serait trop risqué. Le duc était clairement un homme cultivé et, apparemment, avait des liens avec la cour. Egerland, mentit-elle. La première chose qui lui vint à l'esprit. Il la regarda encore quelques instants, et Anna était sûre qu'il la voyait à travers. Mais ensuite, un léger sourire effleura ses lèvres. Egerland, oui, vraiment minuscule. Il se tourna vers Madame Dupont. Envoyez la facture de ce que cette dame choisira à ma demeure. Votre grâce, s'écria Lady Clarisse. Il se dirigeait déjà vers la porte, mais se retourna sur le seuil. Cela sonnait plus comme une affirmation que comme une question. Anna hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Côté 52. Et il sortit, laissant derrière lui un silence de mort. Madame Dupont fut la première à reprendre ses esprits. Côte 53, Lady Clarisse s'effondra sur une chaise, s'éventant. Côte 54. Elle regarda Anna avec étonnement. Côte 55. Mais Anna n'écoutait presque pas. Ses pensées tournaient autour d'une seule chose. Le duc savait. Il n'avait pas cru un mot de ce qu'elle avait dit. Son regard le disait plus clairement que n'importe quel mot. La question était, qu'allait-il faire de cette connaissance? Le soir, dans l'intimité de sa chambre, Anna et Madame Lefebvre discutèrent de l'incident à voix basse. Code 56, dit fermement Madame Lefebvre. Code 57. Code 58. Anna faisait les 100 pas dans la pièce, serrant les mains. Code 59. Code 60. Anna s'arrêta. Quoi exactement? Que vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Madame Lefebvre s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules. Votre Altesse, les années passées à la cour laissent des traces. Dans la posture, dans la façon de se tenir, dans la façon dont vous regardez les gens. Vous pouvez porter la robe la plus simple, mais vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes réellement. Anna se détourna vers la fenêtre. En bas, dans la rue, les lanternes s'allumaient. Londres se préparait pour la nuit, et quelque part là-bas, dans l'une des magnifiques demeures de Mayfair, le duc de Windsor pensait peut-être aussi à la rencontre d'aujourd'hui. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle doucement. « Attendre. S'il avait voulu vous dénoncer, il l'aurait fait tout de suite. Au lieu de cela, il a payé votre robe et vous a invité à la soirée. C'est
Étrange. Peut-être joue-t-il à un jeu? C'est possible. Le duc de Windsor est connu pour son esprit vif et son amour des intrigues. On dit que même le roi lui-même le consulte sur des questions délicates. Anna se mordit la lèvre. Elle était venue à Londres en quête de liberté. Et au lieu de cela, elle était tombée sous le regard d'un des hommes les plus perspicaces d'Angleterre. Alors je jouerai aussi, décida-t-elle. S'il veut une intrigue, qu'il l'ait. Madame Lefebvre secoua la tête, mais un éclair d'approbation passa dans ses yeux. Côte 71. La soirée musicale chez la vicomtesse Radcliffe eut lieu le jeudi. Anna portait la nouvelle robe que Madame Dupont avait envoyée la veille. Une création élégante en mousseline blanche, avec une broderie dorée à l'ourlet. La taille était haute, comme il se devait selon la mode actuelle, et les manches bouffantes donnaient de la légèreté à l'ensemble. La robe était accompagnée d'un mot du duc. J'espère qu'elle vous ira. R.G. La brièveté du mot était plus éloquente que n'importe quelle effusion. La maison de la vicomtesse Radcliffe était une petite mais élégante demeure sur Portman Square. Quand elles arrivèrent, une vingtaine d'invités étaient déjà réunis dans le salon. La vicomtesse, une dame corpulente d'une quarantaine d'années au visage émanâtre et aimable, salua chaleureusement Lady Clarisse et regarda Anna avec curiosité. « Alors c'est votre nièce d'Allemagne? Charmante? J'espère qu'elle aime la musique. »« J'aime beaucoup, milady, » répondit Anna avec déférence. Elles furent conduites au salon, où se trouvait un piano, et les chaises étaient disposées en demi-cercle. Anna reconnut quelques visages de ceux qu'elle avait vus lors de ses promenades au parc, mais aucun des présents n'appartenait à la haute aristocratie. C'était une société tout à fait respectable, mais loin de l'éclat des bals mondains. Elle se détendit presque, pensant que le duc l'avait simplement taquinée au salon de Madame Dupont. Mais la porte du salon s'ouvrit et il entra. Les conversations s'éteignirent. La vicomtesse se leva d'un bond, ses joues rougies par l'excitation. « Côte 75, côte 76, » dit calmement le duc, balayant l'assemblée du regard. « J'ai appris que vous organisiez une soirée musicale, et je n'ai pas pu me refuser ce plaisir. » Son regard trouva Anna, et elle comprit. Il était venu précisément pour elle. La vicomtesse s'agita, lui offrant la meilleure place, mais il refusa poliment et choisit une chaise à côté d'Anna, tout près. Si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Côte 78, dit-il doucement, lorsque tout le monde reprit ses conversations. Côte 79. Côte 80. Côte 81, dit-il avec une pointe de raillerie dans la voix. Côte 82. Anna se tourna vers lui, croisant son regard. Côte 83. Côte 84. Il se pencha un peu plus près, et elle perçut le parfum familier du santal, côte 85. Son cœur manqua un battement, mais elle se força à sourire. Côte 86, côte 87. Avant qu'elle ne puisse répondre, la vicomtesse annonça le début du concert. Une jeune fille s'assit au piano et commença à jouer du Mozart. Anna tenta de se concentrer sur la musique, mais tout son être était tendu vers l'homme à ses côtés. Il était assis calmement, sans la regarder, mais elle sentait la tension dans son corps, le poids de sa présence. Lorsque la première mélodie se termina et que les applaudissements éclatèrent, il parla de nouveau si bas qu'elle l'entendit à peine. « Je ne vous trahirai pas. Pour l'instant. » Elle se retourna, mais il était déjà debout, s'excusant auprès de la vicomtesse pour une affaire urgente. Avant de partir, il jeta un dernier regard à Anna. Et dans ce regard, il y avait une promesse ou une menace. Le jeu avait commencé. Richard Grenville, duc de Windsor, retourna à son manoir de Grosvenor Square. Et l'esprit pensif. Il congédia son valet de chambre, se versa un brandy et s'installa dans un fauteuil près de la cheminée de son bureau. Les flammes crépitaient doucement, projetant des ombres étranges sur les étagères remplies de livres et les boiseries sombres en chêne. La jeune femme ne quittait pas son esprit.
Il avait rencontré de nombreuses beautés au cours de ses 35 années, à la cour, dans les salons mondains et au théâtre. 7 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Caroline. Et pendant cette période, la bonne moitié des matrones de Londres avaient tenté de lui faire épouser leur fille. Il avait appris à ignorer les regards coquins, l'innocence feinte, les gestes calculés. Mais celle-ci était différente. Il se rappela la première fois qu'il l'avait vue, à travers la fenêtre du salon de Madame Dupont. Une silhouette élancée dans une robe grise qui, malgré sa simplicité, lui allait parfaitement. Le dos droit, le port de tête élégant. Une telle posture ne s'achetait pas avec de l'argent et ne s'acquérait pas en quelques mois. Une telle posture était inculquée dès l'enfance, lorsque chaque mouvement était contrôlé par des gouvernantes et des précepteurs d'étiquette. Lorsque leurs regards s'étaient croisés, il avait vu des yeux de la couleur du ciel d'été, pas simplement bleu, mais avec une nuance d'azur, presque violet sous une certaine lumière. Des yeux encadrés de cils sombres qui créaient un contraste saisissant avec ses cheveux blonds cendrés, relevés en une coiffure simple. L'ovale de son visage était régulier, presque classique. Des pommettes hautes, un nez droit et fin, des lèvres élégamment dessinées, ni trop pleines ni trop minces, mais expressives. Mais ce qui l'avait le plus frappé, c'était l'expression de ce visage. Il y avait quelque chose qu'il avait rarement vu, une grâce naturelle et une certaine vigilance, de la dignité et une légère perplexité. Elle se tenait comme une personne de sang royal, essayant de passer pour une roturière, et le faisant avec une maladresse totale. Richard but une gorgée de brandy, sentant sa chaleur agréable. Il avait passé les derniers jours à faire de discrètes enquêtes. Les Guerland, qu'elle avait nommées, existaient bel et bien, une minuscule principauté, absorbée par des voisins plus puissants un demi-siècle auparavant. Un choix astucieux pour une légende, suffisamment exotique pour expliquer l'accent, et suffisamment obscur pour que la vérification soit difficile. Mais il en savait plus. Son ami le comte de Pembroke était récemment rentré d'une mission diplomatique dans les terres germaniques et avait, en passant, mentionné un ragot amusant. La princesse Anna von Elsen, fille unique du prince régnant, avait disparu la veille de ses fiançailles avec le duc de Bavière. Le prince Elsen, disait-on, était furieux, mais gardait tout secret, annonçant que la princesse était partie chez des parents pour des raisons de santé. Richard avait vu un portrait de cette princesse 3 ans auparavant, lorsque d'éventuelles alliances dynastiques étaient discutées. Le portrait était d'une jeunesse inexpressive. L'artiste avait manifestement flatté comme c'était l'usage, mais il se souvenait des traits principaux. Cheveux cendrés, yeux inhabituels, traits réguliers. La même jeune femme se faisait maintenant passer pour une parente pauvre et logeait chez Lady Clarice Huntley. La question était « Pourquoi ?» Richard se leva et s'approcha de la fenêtre. Londres, derrière la vitre, vivait sa vie nocturne. Des calèches se pressaient vers les réceptions du soir. Des lumières brillaient aux fenêtres des manoirs voisins. De la musique jouait quelque part au loin. Il aimait cette ville avec ses intrigues, ses jeux mondains, son équilibre subtil de pouvoir et d'influence. Et maintenant, dans cette ville, était arrivée une princesse en fuite, jouant à Cendrillon. Amusant. Il se rappela comment elle était assise à côté de lui pendant le concert, la tension dans ses épaules, le léger tremblement imperceptible de ses doigts, croisés sur ses genoux. Elle y essayait de paraître calme, mais il sentait son agitation. Voyait son pouce s'accélérer sur son cou gracile. Ses joues rosirent quand il s'était penché vers elle. Quelque chose chez cette jeune femme l'avait touché. Peut-être le courage. Il fallait une audace considérable pour fuir son propre destin. Peut-être le secret qu'elle essayait de garder. Ou peut-être simplement
La façon dont elle l'avait regardé dans le salon de Madame Dupont, directement, sans coquetterie, avec la dignité d'une personne habituée à être son égale. Richard sourit. Il n'avait pas ressenti un tel intérêt pour une femme depuis qu'il avait perdu Caroline. Pendant 7 ans, il avait été fidèle à sa mémoire, rejetant toutes les tentatives des matrones mondaines de le remarier. Et maintenant, cette mystérieuse fugitive avait éveillé en lui quelque chose qu'il croyait à jamais enfoui. Il se demandait combien de temps elle pourrait maintenir son déguisement, et ce qu'elle dirait quand elle comprendrait qu'il connaissait la vérité. Anna passa la nuit presque sans dormir. Les mots du duc « Je ne vous trahirai pas », pour l'instant, résonnaient à ses oreilles, la tourmentant. Que voulait-il dire? Quel jeu jouait-il? Et surtout, que voulait-il? Le matin, au petit déjeuner, Lady Clarisse ne tenait pas en place. « Mon enfant, peux-tu imaginer ce qui s'est passé? Le duc de Windsor en personne est venu à la modeste soirée de la vicomtesse Radcliffe. Et il était assis à côté de toi. C'est incroyable, simplement incroyable. » Madame Lefebvre lança un regard d'avertissement à Anna, mais celle-ci avait déjà appris à dissimuler son émotion. « Côte-bas 91-bas », répondit-elle calmement, burant une tartine. Lady Clarisse leva les mains au ciel. Sa tante se pencha plus près, baissant la voix jusqu'à un chuchotement conspirateur. « Anna, comprends-tu qui il est? Le duc de Windsor est l'un des hommes les plus riches et les plus influents d'Angleterre. Il possède 3 domaines, un siège à la Chambre des Lords, des relations à la cour. S'il s'intéresse à toi, il ne s'intéresse pas, dit Anna fermement, bien que son cœur batte la chamade. Il est simplement curieux. Lady Clarisse se pencha en arrière sur sa chaise, regardant sa nièce pensivement. Peut-être, mais tu sais, depuis la mort de sa femme, il a changé. On dit qu'ils étaient très heureux, même si le mariage était arrangé. Caroline Hort est morte en couche il y a 7 ans. L'enfant n'a pas survécu non plus. Depuis, le duc s'est comme refermé sur le monde. Il rejette toutes les propositions, reste froid et distant. Et maintenant, tout à coup, elle regarda Anna avec espoir. Peut-être es-tu celle qui pourra faire fondre la glace dans son cœur. Anna ne dit rien, mais son cœur se serra. Elle n'avait aucune intention de faire fondre le cœur de qui que ce soit. Elle voulait la liberté, la possibilité de vivre sans les chaînes du devoir et des calculs politiques. Et elle ne voulait certainement pas devenir l'objet de l'intérêt d'un duc perspicace qui la voyait à travers. La conversation fut interrompue par un coup à la porte. La servante apporta un plateau d'argent avec une lettre. « Côte-Sainte » en annonça-t-elle. Anna prit l'enveloppe de ses doigts tremblants. Le sceau était ducal, l'écusson reconnaissable des Windsor, avec 2 lions. Lady Clarisse joignit les mains. « Côte 102 ». Anna brisa le sceau et déplia le papier épais. L'écriture était ferme, décidée, avec de grandes boucles et des traits nets. « Mademoiselle von Elsen, je me permets de vous inviter, ainsi que Lady Clarisse, à une promenade à Hyde Park aujourd'hui à 15 heures. Le temps s'annonce agréable, et je serai ravi de vous accompagner. Avec mes respects, Windsor. » La brièveté de la note contrastait avec la politesse formelle de l'adresse. Ce n'était pas tant une invitation qu'un défi. Quote 104. Lady Clarisse porta la main à son cœur. Quote 105, quote 106, quote 107. Sa tante se leva d'un bond, déjà en train de planifier. Il faut que tu mettes cette robe couleur pêche que nous avons achetée la semaine dernière. Elle met en valeur la couleur de tes yeux. Et ton chapeau avec les rubans. Et Anna n'écoutait pas. Elle relisait la note, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière ces lignes formelles. Le duc n'avait manifestement pas l'intention de la laisser tranquille. Mais pourquoi? Que voulait-il découvrir? Ou
voulait-il autre chose? Madame Lefebvre croisa son regard par-dessus la table. Dans les yeux de la dame de compagnie, on lisait l'inquiétude. À 3h03 de l'après-midi, la calèche ducale s'arrêta devant la maison de Cavendish Square, luxueuse, noire, avec l'emblème doré sur la portière. Le cocher en livrée sauta de son siège et ouvrit la portière, juste à taille au moment où Anna et Lady Clarisse sortaient sur le perron. Le duc attendait à l'intérieur. Il se leva à leur approche, inclinant légèrement la tête en signe de salut. Aujourd'hui, il portait un frac vert foncé d'une coupe impeccable, un gilet gris et une cravate d'un blanc immaculé. La simplicité de ses vêtements ne faisait que souligner son élégance naturelle. « Côte 109, dit-il, les aidant à monter dans la calèche. Côte 110, côte 111 balbutia. Lady Clarisse s'installant sur le siège. Nous n'aurions jamais osé rêver. Anna s'assit en face du duc, essayant de ne pas croiser son regard. Mais elle sentait qu'il la regardait, attentivement, d'un air évaluateur, comme s'il examinait un tableau dans une galerie. La calèche démarra se balançant doucement sur ses ressorts. À l'intérieur, il y avait une odeur de cuir et de lavande. Lady Clarisse, manifestement nerveuse, se mit à parler du temps, de la ville, des dernières nouvelles qu'elle avait entendues de ses voisines. Le duc répondait poliment, mais Anna remarquait que son attention était concentrée sur elle. Il suivait chacun de ses mouvements. Comment elle ajustait un pli de sa robe, comment elle regardait par la fenêtre, comment son regard glissait sur son visage et se détournait aussitôt. « Mademoiselle von Elsen », s'adressa-t-il enfin directement à elle, interrompant le flot de bavardage de sa tante. Anna leva les yeux vers lui. Dans la faible lumière de la calèche, son visage semblait plus sévère, ses traits plus marqués. Mais son regard n'était pas froid, plutôt intéressé. « Londres donne l'impression d'une ville de contraste, votre grâce, » répondit-elle prudemment. « Ici, le luxe côtoie la pauvreté, l'ancien, la nouveauté. C'est fascinant. Contraste. » Y répéta-t-il, et un sourire à peine perceptible effleura les coins de ses lèvres. Une observation juste. Bien que l'on puisse dire la même chose des gens, n'est-ce pas? Nous sommes tous pleins de contrastes. Ce que nous montrons au monde ne correspond souvent pas à ce que nous sommes réellement. C'était une allusion directe. Anna sentit son pouls s'accélérer, mais se força à rester calme. Je suppose que nous portons tous des masques à un certain degré. Votre grâce, c'est une exigence de la société. Des masques. Répéta-t-il en écho. Oui, exactement. Mais certains masques sont plus habiles que d'autres. Et certains, il marqua une pause, et son regard devint plus perçant. Certains masques cachent quelque chose de vraiment intéressant. Lady Clarisse, ne comprenant pas le sous-entendu de la conversation, intervint. Oh, votre grâce, vous avez tellement raison. Anna était vraiment une jeune femme extraordinaire. Si bien élevée, si élégante. Je dis toujours que la noblesse se sent, même si les circonstances... Tante! L'arrêta Anna doucement mais fermement. Côte 125, côte 126, répliqua Richard, sans quitter Anna des yeux. Quote _ 127 _. Un silence s'installa. La calèche entra dans Hyde Park, et par les fenêtres défilèrent des allées verdoyantes, des parterres de fleurs, des promeneurs, des dames en robes légères et avec des ombrelles, des messieurs en chapeaux hauts de forme, des enfants avec leurs nourrices, des couples d'amoureux cachés à l'ombre des arbres. Et tous, absolument tous, se retournaient en voyant le duc de Windsor en compagnie d'une jeune femme inconnue. Anna sentait ses regards s'éda sur elle, curieux, envieux, désapprobateurs. Dès le lendemain, tout le monde parlerait de la mystérieuse personne qui se promenait avec le duc à Hyde Park. Côte 128 remarqua doucement le duc, marchant à ses côtés.
Lady Clarisse s'était discrètement éloignée de quelques pas, absorbée par une conversation avec une dame qu'elle connaissait. « Côte 129, rétorqua Anna. « Côte Sainte 30. Côte Sainte 30 et 1. » Il se tourna vers elle, et il y avait quelque chose dans son regard qui fit battre son cœur plus vite. « Quote 132, quote 133. » Elle prononça cela plus doucement qu'elle ne l'aurait voulu. « Quote 134. » Ils s'arrêtèrent près d'une fontaine. Louia murmurait doucement, reflétant les reflets du soleil. Des oiseaux chantaient quelque part. Le vent bruissait dans les feuilles, et tout cela créait une illusion d'intimité même, au milieu d'un parc bondé. « Je veux que vous disiez la vérité, » répondit Anna décidée, « que je suis une parente pauvre de Lady Clarisse, venue à Londres à la recherche d'un parti convenable. Mais ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, presque intime. Anna soutint son regard directement. « Êtes-vous sûr de connaître la vérité, votre grâce ?» Un sourire effleura ses lèvres. Le premier vrai sourire qu'elle lui avait vu. Il transfigurait son visage, effaçait la froideur, le rendait plus jeune. « Côte 139, admit-il. Côte 540. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un couple s'approcha d'eux. Un gentleman âgé avec une dame d'aspect jeune à son bras. Le duc présenta poliment Anna comme mademoiselle von Elson, l'invitée de Lady Clarisse, sans rien ajouter de plus, mais le simple fait qu'il la présenta était éloquent. Le reste de la promenade se déroula en conversation mondaine. Le duc se révéla être un interlocuteur brillant, spirituel, cultivé, avec un sens de l'humour subtil. Il parlait de littérature, de politique, d'art, et Anna se surprit à lui répondre avec enthousiasme, oubliant toute prudence. Quand ils retournèrent à la calèche, le soleil déclinait déjà, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. « Merci pour cette agréable promenade », dit le duc en aidant les dames à monter dans la calèche. Mais quand vint le tour d'Anna, il la retint un instant. « Côte _ 142 Anna Haleta. » La comtesse de Devonshire était l'une des dames les plus influentes de la haute société. Chaque matrone ambitieuse de Londres rêvait d'être invitée à sa réception. Il sourit de ce même sourire léger. Quote _145 _. Elle aurait dû refuser. C'était dangereux, imprudent, stupide. Plus il lui y accordait d'attention, plus le risque que quelqu'un la reconnaisse était élevé. Mais quand elle plongea son regard dans ses yeux sombres, elle y vit un défi. Il la testait, vérifiait son courage. « Je serai ravie, votre grâce », s'entendit-elle dire. Son sourire s'élargit. « Excellent. Je passerai vous chercher à 7 heures. » La calèche démarra et Anna se laissa tomber sur le siège, ressentant un mélange d'exaltation et d'horreur. Lady Clarisse était aux anges, mais Anna l'entendait à peine. Elle venait d'accepter d'aller à l'une des réceptions les plus importantes de la saison sous la protection d'un homme qui connaissait ou soupçonnait son secret. Le jeu devenait de plus en plus dangereux et de plus en plus captivant. Le lendemain, Anna le passa dans un état que Madame Lefebvre appelait avec justesse « côte 148 ». Elle arpentait la pièce, tantôt s'asseyant près de la fenêtre avec un livre qu'elle ne lisait pas, tantôt se levant pour recommencer à marcher. « Côte 149 », répétait-elle pour la énième fois. « Côte 150 », Madame Lefebvre, triant des bijoux dans son coffret, leva sur elle un regard serein. « Côte 151 », Anna s'arrêta, son front appuyé contre la vitre fraîche de la fenêtre. En bas, dans la rue, une calèche passait, une bonne avec un panier, un gamin avec une pile de journaux. La vie londonienne ordinaire dont elle voulait désespérément faire partie. « Je sais, » dit-elle doucement, « mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas épouser un homme qui me regardait comme sa propriété. Je ne pouvais pas passer ma vie dans une cage dorée, à faire la volonté de mon père. Alors pourquoi ces doutes ?» Madame Lefebvre s'approcha d'elle,
tenant un collier de perles. Vous vouliez la liberté, la voici. Vous vouliez voir le vrai monde. Le voici. Et si le duc a décidé de vous ouvrir les portes de la haute société, n'est-ce pas ce dont vous rêviez? Mais il sait, peut-être, peut-être pas. La dame de compagnie lui tendit les perles. Mais tant qu'il joue à ce jeu, jouez aussi. Montrez-lui que la princesse Anna von Helsen sait être non seulement une fille obéissante, mais aussi une adversaire digne de ce nom. Anna prit les perles, sentant la fraîcheur et le poids des précieuses billes. Madame Lefebvre avait raison. Elle n'avait pas traversé la moitié de l'Europe pour se cacher dans un coin de ses propres peurs. Si le duc voulait un jeu, il l'aurait. Lady Clarisse était au 7e ciel. Elle courait dans la maison donnant des ordres aux servantes, triant des robes, consultant Madame Lefebvre pour la coiffure. « Côte 159 » s'écriait-elle, appliquant l'un après l'autre des bijoux à Anna. « Une réception chez la comtesse de Devonshire sous la protection du duc de Windsor. Mon enfant, demain matin, tout Londres parlera de toi. » C'était précisément ce qu'Anna craignait, mais elle ne dit rien. Vers 6 heures à 6 heures du soir, elle était prête. La robe était d'une teinte crème. Madame Dupont l'avait envoyée la veille avec un mot du duc. « J'ai pensé que cela vous irait bien. » Le tissu était de la soie la plus fine, presque impalpable, avec une broderie de fils d'or sur le corsage et l'ourlet. La taille haute soulignait sa silhouette élancée, et les manches bouffantes en gaze transparente ajoutaient une touche de légèreté et d'aérien à l'ensemble. Madame Lefebvre avait coiffé ses cheveux en un chignon haut, laissant quelques boucles encadrer son visage. Les perles autour de son cou et de simples boucles d'oreilles les complétaient le look. Élégant mais discret, raffiné mais sans prétention. Quand Anna descendit au salon, Lady Clarisse poussa un cri. Côte 162. C'est à ce moment précis que l'on frappa à la porte. Anna sentit son souffle se couper. Son cœur battait si fort qu'il semblait que toute la maison l'entendait. La servante ouvrit la porte. Et le duc de Windsor apparut sur le seuil. Il était en tenue de soirée, un frac noir impeccablement coupé, une chemise d'un blanc éclatant, un gilet sombre, avec une chaîne de montre de poche en argent. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son visage affichait une courtoisie réservée. Mais quand son regard se posa sur Anna, quelque chose en lui changea. Il s'assombrit, devint plus aigu, plus attentif. Il s'approcha lentement d'elle, et elle remarqua la tension dans les muscles de sa mâchoire. Pendant quelques secondes, il se contenta de la regarder, comme pour l'évaluer. Puis il prit sa main et la porta à ses lèvres, sans toucher sa peau, mais suffisamment près pour qu'elle sente son souffle. Quote underscore 163, il hésita, cherchant ses mots. Quote underscore 164. C'était inopinément direct pour sa retenue habituelle. Lady Clarisse toussa, dissimulant son embarras, et Anna sentit ses joues s'enflammer. « Côte 165, dit-elle, d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Il tenait toujours sa main, ses doigts s'étaient en chauds et forts. Un instant, leurs regards se croisèrent, et Anna vit dans ses yeux quelque chose de plus que de la simple curiosité ou de l'intérêt. Il y avait de l'admiration. Une admiration sincère et non dissimulée. « Il est temps de partir, » dit-il enfin, en relâchant sa main. « La comtesse n'aime pas les retards. » La calèche attendait devant la porte. La même calèche noire luxueuse avec l'écusson. Le duc aida les dames à monter, et ils partirent. À l'intérieur de la calèche, un étrange silence s'installa. Lady Clarisse, d'habitude si bavarde, s'était tue, sentant une certaine tension entre le duc et sa nièce. Madame Lefebvre restait impassible. Mais Anna savait que sa dame de compagnie remarquait tout. « Côte 168, dit le duc en regardant par la fenêtre. « Côte 169. Côte 170, Anna leva le menton. Il se tourna vers elle.
un sourire effleurant ses lèvres. Côte 171, côte 172. Côte 173, dit-il lentement. Côte 174. Anna serra les mains sur ses genoux. Il le faisait encore. Lançait des allusions voilées, testait sa réaction. Jouait au chat et à la souris. Côte 175. Côte 176, répéta-t-il pensivement. Côte 177. Côte 178. Anna sentit une pointe de colère. Il se pencha légèrement en avant, et la distance entre eux se réduisit. Leurs visages étaient si proches qu'elle voyait les étincelles dorées dans ses yeux sombres. Voyait la fine ligne d'une cicatrice près de sa tempe, ancienne. À peine visible, elle sentait l'odeur de son étio de Cologne, santal avec des notes de cèdre. « Je n'ai peur de personne », expira-t-elle. « Alors prouvez-le. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, la calèche s'arrêta. Ils étaient arrivés. Le manoir de la comtesse de Devonshire à Piccadilly brillait de 1000 feux. Des torches éclairines l'allée, où une file de calèches était alignée. Des laquais en livrée s'affairinent, aidant les invités à descendre. La musique s'échappait des fenêtres ouvertes du premier étage, se mêlant au brouhaha des voix et aux rires. Lorsque la calèche du duc s'approcha de l'entrée, plusieurs têtes se tournèrent. Richard descendit le premier et tendit la main à Anna. Elle la prit, s'efforçant de ne pas laisser paraître le tremblement de ses genoux. « Côte 184, dit-il doucement, alors qu'il montait sur les marches de marbre. Et souriez. Vous êtes ma protégée, n'oubliez pas. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. » C'était facile à dire pour lui. Ils furent accueillis par le majordome, un homme aux cheveux gris avec la prestance d'un général à la retraite. Il annonça leur nom, et Anna entendit l'écho résonner dans le hall. Côte 186, les conversations s'éteignirent. Des centaines de pères d'yeux se tournèrent vers eux. Anna serra instinctivement la main du duc plus fort. Il lui jeta un regard rapide et sourit imperceptiblement. Encourageant, presque chaleureux. La comtesse de Devonshire apparut de la foule, une femme grande d'environ 45 ans, dans une robe somptueuse de couleur émeraude et un diadème dans les cheveux. Son visage était intelligent, perspicace, avec un léger sourire au coin des lèvres. « Richard !» s'exclama-t-elle en tendant la main. Côte 588, côte 189. Il se pencha sur sa main. Côte 590, côte 591. Elle fronça les sourcils feintement, mais ses yeux riaient. Puis, son regard se posa sur Anna. Anna fit une profonde révérence. La comtesse la contourna lentement, l'évaluant ouvertement. La robe, la coiffure, la posture. Anna se sentait comme un cheval à la foire, mais elle garda sa dignité. « Bien », finit par décréter la comtesse. « Très bien même. Richard, tu as toujours eu un goût impeccable. » Elle prit Anna par le bras. « Venez, ma chère, ma chère. Je vais vous présenter, bien que je suppose, après votre entrée au bras du duc, les présentations ne soient plus nécessaires. Tout le monde a déjà décidé que vous étiez la personne la plus intéressante de la soirée. » L'heure qui suivit fut un tourbillon de présentations. La comtesse fit parcourir à Anna les salles de son hôtel particulier, la présentant à des dizaines de personnes. Anna souriait, s'inclinait, répondait aux questions, s'efforçant de paraître naturelle. Mais tout le temps, elle sentait le regard du duc sur elle. Il ne s'éloignait pas. La suivait par-dessus l'épaule d'un interlocuteur. Apparaissait à ses côtés lorsque la conversation risquait de devenir trop personnelle. « Vous vous en sortez admirablement », lui chuchota-t-il alors qu'ils étaient un instant seuls près de la fenêtre. Anna le regarda. Il sourit. De ce sourire rare qui transformait tout son visage. À ce moment, un vieux monsieur avec une barbe et des yeux bleus perçants s'approcha d'eux. Le duc se redressa. Côte. 200, un Anna se glaça. Lord Castlereagh, le ministre des Affaires étrangères,
l'homme qui avait personnellement participé aux négociations entre les cours européennes. L'homme qui aurait très bien pu connaître la princesse Elson. Côte 202, acquiesça le lord. Puis il regarda Anna. Côte 203. Côte 204, dit le duc. Côte 205. Côte 206. Le lord fronça les sourcils. Côte 207. La gorge d'Anna était sèche, mais elle se força à sourire. D'une petite principauté en Allemagne, milord. Je doute que vous en ayez entendu parler. Oh, oh. J'ai entendu parler de nombreuses principautés. Il continuait de l'examiner. Côte 210, le cœur d'Anna s'arrêta. Son père. Il parlait de son père. Côte 211, répondit-elle prudemment. Côte 212. Côte 213, acquiesça le lord distraitement. Côte 214. Il regarda Anna plus attentivement. Côte 215. Anna ouvrit la bouche, mais ne trouva pas les mots. Les pensées s'entrechoquaient dans la panique. Son cœur battait si fort qu'il semblait qu'il allait éclater de sa poitrine. Et là, le duc posa sa main sur son coude, un contact léger, presque imperceptible, mais il y avait du soutien. Une parente éloignée, si j'ai bien compris, intervint-il calmement. Une branche appauvrie de la famille. N'est-ce pas Spy, mademoiselle von Elsen? Elle s'accrocha à la bouée de sauvetage. Lord Castlereagh hocha la tête, perdant déjà tout intérêt. Il se tourna vers le duc. Côte 220, côte 220, et un promit le duc. Quand Lord Castlereagh s'éloigna, Anna expira enfin. Ses mains tremblaient, ses genoux fléchissaient. Elle se tenait à peine debout. « Venez », dit doucement le duc, la dirigeant vers la sortie de la terrasse. « Vous avez besoin d'air. » Elle ne résista pas. Il la guida à travers la foule d'invités, sous les regards curieux, jusqu'à la vaste terrasse donnant sur le jardin. L'air nocturne était frais et vivifiant. Il sentait les roses et la terre humide. Anna s'approcha de la balustrade, s'accrochant à la pierre froide. Sa respiration était irrégulière, sa vision floue. Code 224 ordonna le duc se tenant à ses côtés. Code 225, elle obéit, inspirant l'air nocturne à plein poumon. Progressivement, la panique s'estompa, son pouls ralentit. Côté 226, dit-elle finalement, sans le regarder. Côté 227, côté 228, répondit-il calmement. Côté 229. Anna se retourna brusquement. Côte 230. Il la regarda longuement, et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas comprendre. Pas de colère, pas de moquerie. Plutôt de la tristesse, parce que, dit-il lentement, je voulais voir à quel point vous étiez courageuse, et à quel point vous désiriez désespérément cette liberté pour laquelle vous vous êtes enfuie. Et qu'avez-vous vu? Il fit un pas de plus. Ils étaient si proches qu'elle voyait l'ombre des torches glisser sur son visage, voyait la tension dans la ligne de sa mâchoire. J'ai vu une femme prête à tout risquer pour le droit de vivre sa vie. Sa voix devint plus basse, plus profonde. Une femme qui porte une couronne, même quand elle essaye de la cacher. Une femme qui... Il se tut, comme s'il s'était rendu compte qu'il en avait trop dit. Quote underscore 236 underscore, murmura Anna. Il la regardait. S'il y avait tant d'émotions dans son regard, qu'elle en eut le souffle coupé. Admiration, curiosité et quelque chose d'autre. Quelque chose de dangereux et d'attirant à la fois. Côte 237, dit-il enfin. Un silence s'ensuivit. Quelque part dans le jardin, un rossignol chantait, la musique montait du salon, mais Anna n'entendait que le battement de son propre cœur. Côte 238, commença-t-elle. Mais il secoua la tête. Côte 239, dit-il. Côte 240, côte 241, répéta-t-elle. Et son nom sonna étrangement intime sur ses lèvres.
Côte 242. Il se tourna vers le jardin, posant ses mains sur la balustrade. Le clair de lune argentait son profil, le faisant ressembler à une statue. Côte 243, dit-il doucement. Côte 244, je comprends ce que c'est que de jouer, le rôle qu'on attend de vous, en oubliant qui vous êtes vraiment. Elle s'approcha, s'appuyant, elle, aussi sur la balustrade. Leurs mains se frôlaient de presque. Il eut un rire amer. Il se tourna vers elle. Une pause. Elle eut le souffle coupé. Il était si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Voyait sa poitrine se soulever. « Je ne voulais pas, » commença-t-elle. « Je sais. » Il leva la main et, lui laissant le temps de reculer, toucha lentement sa joue. « Mais vous l'avez fait. Vous avez fait irruption dans ma vie ordonnée avec vos secrets et votre courage. Et maintenant, je ne peux plus m'empêcher de penser à vous. » Ses doigts étaient chauds sur sa peau. Anna ferma les yeux, prise de vertige. C'était mal, dangereux, stupide. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment vivante. « Côte 255, murmura-t-elle. « Côte 256, répondit-il en retirant sa main. « Côte 257, côte 258, il la regarda longuement. « Côte 259. Des voix s'élevèrent de la salle. Quelqu'un les cherchait. L'instant fut brisé. « Nous devons y retourner, » dit Anna, s'efforçant de retrouver une voix ferme. « Côte 260 et un côte 262, ricana Richard. « Côte underscore 263 underscore. » Il lui tendit la main, et elle la prit. Ils retournèrent dans la salle, où ils furent immédiatement entourés par les invités. Le reste de la soirée se passa en conversation mondaine, danse, rire. Mais Anna ne ressentait plus de peur. Aux côtés de Richard, elle se sentait protégée. Et c'était à la fois la sensation la plus merveilleuse et la plus effrayante de sa vie. Parce qu'elle commençait à comprendre, ce n'était plus un simple jeu. C'était quelque chose de bien plus sérieux. Le matin après la réception chez la comtesse de Devonshire, Anna se réveilla aux rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. Pendant quelques instants, elle resta immobile, se remémorant la soirée d'hier, l'air frais sur la terrasse, la voix de Richard, quand il avait dit « Côte 264 », la chaleur de sa main sur sa joue. Elle s'assit dans son lit, les genoux serrés dans ses bras. Qu'avait-elle fait ? Elle était venue à Londres pour trouver la liberté, pas pour s'empêtrer dans une relation avec l'un des hommes les plus influents d'Angleterre. Un homme qui la voyait à travers. Un homme qui faisait battre son cœur si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Madame Lefebvre entra avec un plateau sur lequel fumait du thé et se trouvaient des petits pains frais. « Côte 265, se corrigea-t-elle en posant le plateau sur la petite table près de la fenêtre. « Côte 266, côte. »« 267, avoua Anna honnêtement. « Côte 268. » La dame de compagnie s'assit sur le bord du lit, la regardant attentivement. « Hier sur la terrasse, que s'est-il passé entre vous ?» Anna détourna le regard. Il a dit que je lui faisais ressentir ce qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Mon Dieu. Madame Lefebvre couvrit sa bouche de sa main. Le duc tombe amoureux de vous. Non. Rétorqua rapidement Anna. Ce n'est pas... Il est juste intrigué. Par le mystère. Le jeu. Vous avez vu comment il vous regardait ? Madame Lefebvre secoua la tête. Ce n'est pas le regard d'un homme simplement intrigué. C'est le regard d'un homme qui commence à perdre le contrôle. Anna se leva, s'approcha de la fenêtre. En bas dans la rue, un vendeur de journaux criait les titres. Une matinée londonienne ordinaire, mais pour elle. Le monde avait changé. Côte 277, demanda-t-elle doucement. Côte 278. Anna hocha la tête. Côté 279. Madame Lefebvre s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. Anna se retourna. Madame Lefebvre haussa les épaules.
Le petit déjeuner avec Lady Clarisse se transforma en interrogatoire. La tante voulait connaître chaque détail de la soirée d'hier. Avec qui Anna avait parlé, ce qu'elle avait dit. À quelle fréquence le duc était près d'elle et, surtout, ce qu'il lui avait dit. Côté 286, répondit Anna avec prudence, en cassant un petit pain. Lady Clarisse joignit les mains. La tante se pencha sur la table, baissant la voix. Côte 291. Anna sentit sa gorge se serrer. Le mariage. C'était précisément ce qu'elle fuyait. Un mariage de convenance, où ses sentiments n'avaient aucune importance. Mais avec Richard. Avec lui, tout était différent. Un coup à la porte interrompit la conversation. La femme de chambre entra avec un plateau d'argent sur lequel reposait une lettre. Le sceau était ducal. Anna prit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, écrite d'une écriture ferme et familière. Mademoiselle von Elsen. La soirée d'hier fut inoubliable. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de l'attention de la haute société. Permettez-moi de me racheter en vous invitant à une promenade à cheval demain matin à Hyde Park. Je connais une allée tranquille où nous pourrons nous abriter des regards indiscrets. J'attends votre réponse. R. Lady Clarisse lui arracha la lettre des mains et la lut, ses joues rosissant d'extase. La tante fronça soudain les sourcils. Anna faillit rire. On lui avait appris à monter à cheval par les meilleurs écuyers d'Europe depuis l'âge de 6 ans. Elle pouvait maîtriser les chevaux les plus fougueux. Code 297, répondit-elle calmement. Code 298, code 299. Lady Clarisse se leva de table. Quote 3 saintes le soir, Anna était l'heureuse propriétaire d'un élégant costume d'équitation, vert foncé, presque émeraude, avec une jupe étroite et une veste ajustée. Il était accompagné d'un petit chapeau à voilette et de gants en cuir très fins. La nuit, elle dormit à peine, répétant dans sa tête la rencontre du lendemain. Que dirait-elle? Comment se comporterait-elle? Devait-elle suivre le conseil de Madame Lefebvre et dire la vérité? Le matin arriva trop vite. Anna s'habilla, essayant de ne pas penser à son cœur qui battait la chamade. Le costume lui allait parfaitement, soulignant sa silhouette élancée. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas à l'arrière de la tête et mit son chapeau. Dans le miroir, une inconnue la regardait, confiante, élégante, pas du tout la côte 3 à 100 intimide. Richard envoya sa calèche à 7 heures précises. Quand Anna arriva à Hyde Park, il l'attendait déjà, à cheval sur un magnifique étalon noir. Lui-même portait un costume d'équitation sombre, des bottes hautes, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent matinal. En la voyant, il descendit de cheval et s'approcha pour l'aider à sortir de la calèche. Son regard glissa sur elle, rapide, évaluateur, et quelque chose s'assombrit dans ses yeux. « Bonjour », dit-il, et sa voix était rauque. « Vous avez l'air, enfin, je vous l'ai déjà dit. »« Bonjour, votre grâce », répondit-elle, s'efforçant de rester calme. Côte 305, corrigea-t-il. Côte 306. Leurs regards se rencontrèrent, et Anna hocha la tête. Côte 307. Il la conduisit à une jument-baie, un animal élégant aux yeux intelligents et aux poils luisants. Côte 308, Anna caressa l'encolure de la jument, qui hennit amicalement. Puis, avant que Richard n'ait pu l'aider, elle sauta d'un mouvement agile sur la selle de dame, s'installant avec une aisance qui témoignait d'années de pratique. Richard resta figé, la regardant avec surprise et admiration. Côte 309, constata-t-il. Côte 310, côte 311. Anna se mordit la lèvre. Encore une erreur. Une pauvre parente ne devait pas être aussi habile avec les chevaux. Mais Richard se contenta de sourire. Ce sourire rare qui transformait son visage. Côte 312. Il sauta sur son étalon. Côte 313.
Ils partirent au pas le long de l'allée principale, où se promenaient déjà les premiers visiteurs. Des messieurs promenant leurs chiens, des nounous avec leurs enfants, quelques calèches. Tout se retournait en voyant le duc de Windsor en compagnie de cette mystérieuse mademoiselle von Helston. Puis Richard tourna dans un sentier latéral étroit menant au cœur du parc. Les arbres se refermèrent au-dessus de leur tête, créant un tunnel vert. L'air était frais, sentait la terre humide et l'aubépine en fleurs. Quelque part, des oiseaux chantaient, le feuillage bruissait. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, profitant du calme et de l'intimité. Finalement, le sentier les mena à une petite clairière avec un étang. La surface de l'eau était lisse comme un miroir, reflétant le ciel et les saules penchés vers lui. Côte 314, souffla Anna. Côte 315, dit Richard en descendant de cheval. Il s'approcha pour l'aider, et cette fois, elle le laissa faire, acceptant ses mains. Il la posa au sol lentement, de sorte que leurs corps se furent un instant très proches. Il ne la lâchait pas par la taille, la regardant dans les yeux. L'air entre eux s'épaissit. Anna sentait la chaleur de ses mains, même à travers le tissu de son costume, voyait sa poitrine se soulever, la ligne de sa mâchoire tendue. « Côte 319, commença-t-elle. Mais il secoua la tête. Côte 320, il la lâcha et s'éloigna vers l'étang, regardant l'eau. Pendant 7 ans, j'ai vécu comme dans un brouillard. J'ai accompli mes devoirs, maintenu ma réputation, fait ce qu'on attendait de moi. Mais je n'ai pas vraiment vécu, j'ai juste existé. » Anna s'approcha, se tenant à ses côtés. « Côte 322, continua-t-il doucement. Côte 323. » Sa voix se brisa. Anna toucha instinctivement sa main. « Côte 324, continua-t-il, regardant ses doigts sur sa paume. Côte 325, côte 326. » Il se tourna vers elle. Côte 327. Le cœur d'Anna battait si fort qu'elle entendait son propre pouls dans ses oreilles. Côte 328, côte 329. Il prit sa main dans les siennes, entrelaçant leurs doigts. Côte 330. Anna ferma les yeux, luttant contre les larmes. C'était trop de sentiments, trop de vérité. Monsagi. Richard, je dois te dire quelque chose, souffla-t-elle, et son nom sans les formalités sonna étrangement naturel. Je sais qui vous êtes, dit-il doucement. Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. Quoi? Princesse Anna von Helston, fille unique du prince régnant, en fuite d'un mariage politique. Il parlait calmement, sans jugement. Je le savais depuis le début, ou plutôt, je le soupçonnais. Et puis, j'ai vérifié. Anna recula, retirant sa main. Tu savais? Tout ce temps? Oui. Et tu n'as rien dit? Pourquoi? La colère bouillonnait en elle, mêlée à la douleur. Tu as joué avec moi? Vérifié combien de temps je pouvais mentir? Non. Il fit un pas vers elle, mais elle recula encore. Anna, écoutez-moi, Votre Altesse, le corrigea-t-elle froidement, sentant les larmes monter. Si nous parlons de vérité, parlons-en entièrement. Je suis une princesse. Vous êtes un duc, et c'est tout ce qui peut exister entre nous. Ce n'est pas tout. Pour la première fois, elle le voyait agité, presque désespéré. Anna. Je n'ai rien dit parce que je comprenais. Si vous saviez que je savais, vous vous enfuiriez. Et moi, mon Dieu, je ne pouvais pas vous laisser vous enfuir. Pourquoi? Il s'approcha d'elle en 2 pas rapides, la prenant par les épaules. Ses yeux brûlaient, parce que je suis tombé amoureux de vous. Désespérément, follement, contre tout bon sens, je suis tombé amoureux de la femme qui a renoncé à une couronne pour la liberté, de la femme qui regarde le monde avec une telle admiration, comme si elle le voyait pour la première fois, de la femme qui me fait me sentir vivant à nouveau. Les larmes coulèrent sur les joues d'Anna.
Elle voulait être en colère. Elle voulait le repousser. Mais elle ne pouvait pas. « Côte 348, murmura-t-elle. Côte 349, côte 350, côte 350 et un côte 352, souffla-t-il, et il la tira contre lui, l'embrassant. Le monde explosa, ses lèvres étaient insistantes, exigeantes, mais en même temps tendres. Une main sur sa taille, l'autre enfouie dans ses cheveux, faisant tomber son chapeau. Anna répondit au baiser, se blottissant contre lui, se perdant dans les sensations. C'était de la folie, une folie dangereuse, magnifique. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletaient. Richard pressa son front contre le sien, son souffle brûlant sur ses lèvres. « Dites-moi d'arrêter » murmura-t-il d'une voix rauque. Côte 354. Anna savait qu'elle devait dire exactement cela. Elle devait être raisonnable, prudente, penser aux conséquences. Mais elle était fatiguée d'être raisonnable, fatiguée de la prudence et du devoir. Elle voulait vivre, elle voulait ressentir. Côte 355, murmura-t-elle. Il l'embrassa de nouveau, plus passionnément, plus profondément. Le monde se réduisit à eux deux, à la chaleur de son corps, au goût de ses lèvres, au battement de deux cœurs à l'unisson. Quand ils se séparèrent d'eux, de nouveau, Richard prit son visage dans ses mains, la regardant dans les yeux. Côte 356, côte 357, côte 358, souffla-t-il. Anna se figea. Quote _ 359. Quote _ 360, il parlait vite. Comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit s'il ralentissait. Côté 361. Le cœur d'Anna battait si vite qu'elle pouvait à peine respirer. Une proposition, une vraie proposition, d'un homme qui la voyait, la vraie, sans masque ni titre, et l'aimait précisément pour cela. Côte 362, côte 363. Il y avait de l'acier dans sa voix. J'ai de l'influence à la cour, des relations en Europe. Nous trouverons un moyen de rompre tes fiançailles, d'arranger les choses avec ton père. L'important est que tu dises « oui ». Anna le regarda dans les yeux et y vit une détermination absolue. Cet homme était vraiment prêt à se battre pour elle, pour le droit d'être ensemble. N'était-ce pas ce qu'elle voulait? Non pas d'un mariage forcé, mais un choix, l'amour. « Oui », murmura-t-elle, « oui, je t'épouserai. » Le sourire qui s'épanouit sur son visage était éblouissant. Il la souleva, la faisant tournoyer dans les airs, et elle rit. Pour la première fois depuis des mois, vraiment, de bonheur. « Tu as fait de moi l'homme le plus heureux, » dit-il en la reposant, « et le plus effrayé, parce que maintenant, j'ai quelque chose à perdre. Alors ne le perds pas, » répondit-elle en l'embrassant. Ils restaient enlacés près de l'étang paisible, où seuls les oiseaux étaient témoins de leurs vœux. Deux personnes de mondes différents, qui s'étaient trouvées malgré toutes les règles et les conventions. Le chemin du retour se fit en silence, mais c'était un autre silence. Rempli non pas de tension, mais d'un bonheur tranquille. Leurs mains se touchaient de temps en temps, et chaque contact envoyait des vagues de chaleur dans le corps d'Anna. À la sortie du parc, Richard arrêta les chevaux. « Je dois tout faire correctement, » dit-il. « Ce soir, je me rendrai chez Lady Clarisse. Je demanderai officiellement la permission de te courtiser. Et ensuite, il sourit. Ensuite, nous annoncerons nos fiançailles. Et que le monde entier sache que tu es à moi. Et mon origine? Anna fronça les sourcils. Les gens poseront des questions. Qu'ils les posent. Il était inflexible. Je dirais que tu es issu d'une famille aristocratique appauvrie. C'est suffisant. Ton titre? Il hésita. Nous révélerons la vérité plus tard, quand tout sera réglé avec ton père. Anna hocha la tête, bien que son inquiétude ne disparût pas. Mais aux côtés de Richard, elle sentait que tout était possible.
qu'ils y arriveraient. Et ils se séparèrent net à l'entrée du parc. Il l'aida à monter dans la calèche, retenant sa main un peu plus longtemps que nécessaire. « À ce soir, dit-il. À ce soir, répéta-t-elle en écho. Tout en route au long du chemin du retour, Anna regardait par la fenêtre, sans voir les rues. Ses pensées étaient occupées par une seule chose. Elle était fiancée. Elle allait se marier, avec l'homme qu'elle avait choisi d'aimer. Pour la première fois de sa vie, l'avenir ne lui semblait pas une cage, mais une porte ouverte. Mais quelque part au fond d'elle, une voix murmurait doucement. Trop beau pour être vrai. Et Anna ne pouvait se débarrasser du pressentiment que le bonheur pouvait être trop fragile. Anna entra dans la maison de Cavendish Square comme portée par des ailes. Ses joues brûlaient, ses yeux brillaient, et toute son apparence indiquait qu'un événement significatif s'était produit. Madame Lefebvre, assise dans le salon avec sa broderie, n'eut besoin que d'un regard pour comprendre. Elle posa son métier à broder et se leva. Que s'est-il passé? Anna ôta ses gants, son chapeau et seulement ensuite se permit de sourire. Largement, joyeusement, comme elle ne l'avait pas fait depuis de nombreuses années. Il m'a demandé en mariage. Madame Lefebvre halta, portant la main à sa poitrine. Grand Dieu, le duc. Il vous a vraiment demandé? Oui. Anna s'effondra sur le canapé, n'arrivant toujours pas à croire à la réalité de ce qui s'était passé. Il savait qui j'étais. Il le savait depuis le début. Et pourtant, il a dit qu'il était tombé amoureux de moi, qu'il était prêt à se battre avec toute l'Europe pour ne pas me laisser partir. La dame de compagnie s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Et vous avez accepté ?» « Oui. » Anna la regarda, et des larmes brillaient dans ses yeux. Cette fois, des larmes de bonheur. J'ai dit oui, parce que moi aussi, je l'aime. Je sais, c'est fou. Nous nous connaissons si peu, mais quand il est cela, je me sens entière. Moi-même. Pas une princesse, pas une fugitive, mais juste Anna. Madame Lefebvre l'étreignit, et Anna se permit un instant de se détendre dans cette étreinte. « Que va-t-il se passer avec votre père ?» demanda doucement la dame de compagnie. « Avec le duc de Bavière ?» Richard a dit qu'il s'en occuperait. Il a des relations, de l'influence. Anna se recula, essuyant ses larmes. Il viendra ce soir pour demander officiellement ma main à Lady Clarisse. Et ensuite, nous annoncerons nos fiançailles. Cela va provoquer une tempête, prévint Madame Lefebvre. Le duc de Windsor, qui a rejeté toutes les alliances pendant 7 ans, soudainement fiancé à une jeune femme inconnue, sans fortune ni relation. La société sera choquée. Qu'elle le soit, répondit Anna avec obstination. Je suis fatiguée de me cacher, fatiguée de la peur. Je veux vivre. À ce moment-là, Lady Clarisse entra dans le salon. En voyant sa nièce, elle s'inquiéta aussitôt. « Mon enfant, que s'est-il passé? Tu pleures, le duc t'a fait du mal. » « Non, ma tante. » Anna se leva, s'approchant d'elle. Au contraire. « Il m'a demandé de devenir sa femme ?» Lady Clarisse vacilla. Madame Lefebvre eut à peine le temps de placer une chaise pour qu'elle ne tombe pas. « Sa femme », répéta la tante d'une voix faible. Le duc de Windsor. Sa femme. Oui, il viendra ce soir pour demander officiellement la permission. Je dois m'asseoir. Lady Clarisse s'éventait, son visage rougi par l'émotion. C'est incroyable, simplement incroyable. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous deviendrez duchesse, l'une des femmes les plus influentes d'Angleterre. Anna s'assit à côté d'elle, prenant ses mains. Je comprends, ma tante, et je vous suis très reconnaissante. Sans votre hospitalité,
sans votre gentillesse, rien de tout cela ne serait arrivé. » Lady Clarisse se mit à pleurer, l'embrassant. « Oh mon enfant, je suis si heureuse pour toi, si heureuse. » Le reste de la journée se passa dans une préparation fébrile. Lady Clarisse ordonna de tout ranger dans la maison, comme si le roi lui-même était attendu. Les servantes couraient dans les pièces, polissant les meubles, changeant les fleurs dans les vases, nettoyant l'argenterie. Anna tenta d'aider, mais sa tante refusa catégoriquement. « Tu es la fiancée du duc de Windsor. Tu devrais te reposer, pas t'occuper des tâches ménagères. » Vers 6 heures du soir, Anna était vêtue de sa plus belle robe simple, d'un rose pâle, avec une bordure de dentelle sur le col. Madame Lefèvre avait coiffé ses cheveux, laissant quelques mèches douces encadrer son visage. Un collier de perles et de simples boucles d'oreilles complétait l'ensemble. Elle regarda son reflet dans le miroir et se reconnut à peine. Ses yeux brillaient. Ses joues étaient rougies. Ses lèvres se formaient d'elles-mêmes en un sourire. C'était la femme qui venait de recevoir une demande en mariage de l'homme qu'elle aimait. À moins le quart de 7, on frappa à la porte. Anna tressaillit et son cœur se mit à battre si fort qu'elle eut du mal à respirer. « Calmez-vous, » murmura Madame Lefèvre en ajustant un pli de sa robe. « Respirez. » En bas, on entendit des voix. Le majordome saluait l'invité. Puis des pas dans l'escalier, et la porte du salon s'ouvrit. Richard entra, accompagné d'un gentleman âgé, aux cheveux gris, à la prestance aristocratique et au regard vif. « Lady Clarisse, mademoiselle Von Elsen », commença Richard, et sa voix contenait une note d'émotion inhabituelle pour lui. « Permettez-moi de vous présenter Lord Pembroke, le comte. C'est mon plus ancien ami et est prêt à témoigner. » Lord Pembroke s'inclina devant les dames. « C'est un honneur pour moi d'assister à un événement aussi significatif. » Lady Clarisse, visiblement nerveuse, invita tout le monde à s'asseoir. Une servante apporta du thé, mais personne ne toucha aux tasses. Richard se leva, s'approchant d'Anna. Il prit sa main et se tourna vers Lady Clarisse. « Milady, je suis venu demander la main de votre nièce, mademoiselle Anna von Elsen. » Sa voix était ferme. Mais Anna sentit ses doigts trembler légèrement, serrant sa paume. « Je comprends que nous nous connaissons depuis peu, » continua-t-il. « Mais pendant ce temps, j'ai appris à connaître votre nièce suffisamment pour comprendre. C'est la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je promets de prendre soin d'elle, de la protéger, de la respecter. Je vous donne ma parole que je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. » Soit heureuse. Lady Clarisse le regarda avec respect, puis tourna son regard vers Anna. « Et vous, mon enfant, le voulez-vous » Anna se leva, tenant toujours la main de Richard. « Oui, ma tante, de tout mon cœur. » Alors, Lady Clarisse se leva, et des larmes coulaient sur ses joues. « Alors je donne ma bénédiction, avec la plus grande joie. » Richard sourit, de ce sourire rare et sincère qui le transfigurait. Il se tourna vers Anna, et il y avait tant de chaleur dans ses yeux qu'elle eut le souffle coupé. « Alors permettez-moi de le faire officiellement. » Il s'agenouilla sans lâcher sa main. De sa poche intérieure, il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. Anna haleta. Sur le coussin se trouvait une bague en or, avec un grand saphir entouré de petits diamants. La pierre était d'un bleu profond, presque de la couleur du ciel nocturne. « Cette bague a appartenu à ma mère, » dit doucement Richard. « Et avant elle, à ma grand-mère. Je l'ai gardée, pensant que je ne trouverais jamais une femme digne de la porter. » Il la regarda de bas en haut. « Mais je l'ai trouvée. »« Anna von Elsen, acceptez-vous de devenir ma femme ?»« Oui, » murmura-t-elle, retenant difficilement ses larmes. « Oui, j'accepte. » Il passa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été créée pour elle. Puis il se leva et l'embrassa, tendrement,
respectueusement, oubliant toutes les personnes présentes. Lord Pembroke se racla la gorge, les ramenant à la réalité. Lady Clarisse sanglotait dans un mouchoir. Madame Lefebvre souriait à travers ses larmes. « Félicitations », dit Lord Pembroke en s'approchant pour serrer la main de Richard. « Tu as fait le bon choix, mon ami. » Le reste de la soirée se passa à discuter des détails. Richard voulait annoncer les fiançailles lors d'un grand bal, officiellement, pour que tout le monde soit au courant. « J'organiserai une réception dans mon hôtel particulier dans 3 jours, dit-il. Nous inviterons toutes les personnes importantes. Qu'elles voient que je suis fier de ma fiancée. » Anna ressentait un mélange d'exaltation et d'anxiété. 3 jours. Seulement 3 jours avant qu'elle ne devienne le centre d'attention de toute la société londonienne. Quand vint le moment de se dire au revoir, Richard la retint un instant dans le couloir. « Tout ira bien ?» dit-il doucement en l'embrassant sur le front. « Je le promets. » « D'où vient cette certitude ? Parce que tu es là. » Il l'étreignit, et elle se serra contre lui, écoutant le battement de son cœur. « Et tant que tu es là, je peux affronter n'importe quoi. » Les 2 jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Madame Dupont envoya une couturière qui prit les mesures pour une nouvelle robe, somptueuse, digne de la fiancée d'un duc. Richard envoya des bijoux de la collection familiale, un collier de saphir, des boucles d'oreilles, un bracelet. Lady Clarisse ne pouvait se lasser de sa joie. Sa modeste maison devint soudain le centre d'attention. Des carrosses s'arrêtaient devant la porte, apportant des invitations, des cadeaux, des félicitations. La société brûlait de tout savoir sur la mystérieuse Miss von Elsen, qui avait conquis le cœur du duc inaccessible. Mais avec l'enthousiasme vinrent aussi les commérages. Anna entendait des bribes de conversation lorsqu'elle et Lady Clarisse sortaient se promener. Des murmures derrière leur dos, des regards obliques, une curiosité frôlant l'impudence. On dit qu'elle est d'une famille appauvrie, mais d'où est-elle sortie si soudainement ? Il y a sûrement un secret. Le duc a perdu la tête ? C'est la seule explication. Anna essayait de ne pas y prêter attention, mais Madame Lefebvre était inquiète. « Il pose des questions, dit-elle un soir, quand elles étaient un seul. Trop de questions. Tôt ou tard, quelqu'un découvrira la vérité. Richard dit qu'il s'en chargera. Mais comment ? La dame de compagnie fronça les sourcils. Votre père ne pardonnera pas cela. Il doit déjà vous chercher dans toute l'Europe. Et le duc de Bavière. Il n'est pas du genre à accepter un refus en silence. » Anna s'approcha de la fenêtre, regardant le Londres du soir. Quelque part là-bas, dans son hôtel particulier de Grosvenor Square, Richard se préparait pour le bal qui allait changer leur vie. Et elle voulait croire que tout irait bien. Mais le pressentiment ne la quittait pas, comme si une tempête approchait et qu'il se tenait directement sur son chemin. Le jour du bal arriva, froid et pluvieux. Le ciel était couvert de nuages gris, et il pleuvait depuis le matin, transformant les rues en une boue sale. Mais le soir, le temps s'éclaircit, et quand Anna regarda par la fenêtre, elle vit les premières étoiles percées entre les nuages. La robe que Madame Dupont avait envoyée était une œuvre d'art. Une soie lourde de couleur minuit, presque noire, mais chatoyante de bleu à la lumière des bougies. Une taille haute soulignée par une broderie argentée, un corsage orné de minuscules perles. Des manches bouffantes en gaze la plus transparente. La robe était accompagnée de longs gants et d'un éventail en dentelle noire. Madame Lefebvre avait coiffé ses cheveux en une coiffure complexe, ornée d'un petit diadème de saphir, un cadeau de Richard. Le collier et les boucles d'oreilles complétaient son allure. Quand Anna descendit au salon, Lady Clarisse joignit les mains. « Mon Dieu, tu ressembles à une reine !» Les mots prirent Anna au dépourvu. Une reine. L'ironie était amère. Elle fuyait une couronne, et maintenant elle en portait une autre, bien que différente. La calèche de Richard arriva pile à 7 heures.
Quand ils s'approchèrent de l'hôtel particulier de Grosvenor Square, Anna haleta. Le bâtiment brillait de centaines de lumières. La musique s'échappait des fenêtres ouvertes. Et une file de calèches s'étirait le long de toute la rue. « Tout Londres est là », murmura Lady Clarisse avec respect. Ils furent accueillis par le majordome en livrée de cérémonie et conduits dans un petit salon où Richard les attendait. Il était en frac noir avec des boutons d'argent, une chemise blanche immaculée, les cheveux soigneusement coiffés. Mais quand il vit Anna, tout le reste cessa d'exister. Il s'approcha lentement d'elle, prit sa main et la porta à ses lèvres. Cette fois, touchant sa peau. Ses lèvres étaient chaudes sur ses doigts. « Tu es magnifique », expira-t-il. « La plus belle femme que j'ai jamais vue. » Anna sourit, sentant ses joues rougir. « Toi aussi, tu es plutôt bien. » Il ricana. « Plutôt bien? C'est le mieux que tu puisses dire à ton fiancé. »« Bien. » Elle se pencha plus près, baissant la voix. « Tu es magnifique, admirable. Et j'ai hâte que nous soyons seuls. » Ses yeux s'assombrirent, et il serra sa main plus fort. « Attention. Sinon j'annulerai le bal et je te kidnapperai tout de suite. » Proposition tentante, murmura-t-elle. Ils furent interrompus par la toux de Lord Pembroke qui entra dans le salon. « Excusez-moi d'intervenir dans un moment si intime, mais les invités commencent à arriver. Richard, il est temps. » Richard hocha la tête, sans quitter Anna des yeux. « J'annoncerai les fiançailles après la première danse. Soyez prête. L'attention sera énorme. »« Je suis prête, » répondit-elle avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Et ils entrèrent dans la salle de bal, et le temps sembla s'arrêter. Une immense pièce au plafond peint, aux lustres en cristal, aux miroirs dans des cadres dorés. Des centaines de bougies se reflétaient dans les miroirs, créant l'illusion d'un espace infini. L'orchestre était installé au fond de la salle, et au centre des couples tourbillonnaient déjà. Tous se retournèrent en voyant le duc et la dame au bras. Les conversations se turent, la musique hésita un instant. Richard conduisit Anna à travers la salle, vers le centre, où les invités les plus distingués s'étaient déjà rassemblés. La comtesse de Devonshire lui sourit avec encouragement. Lord Castlereagh hocha la tête avec curiosité. Des dizaines de visages, connus et inconnus, l'étudiaient avec un intérêt non dissimulé. L'orchestre joua une valse. Richard se tourna vers Anna. « Me ferez-vous l'honneur ?» Elle posa sa main sur son épaule et ils commencèrent à danser. Le monde se réduisit à eux deux, au rythme de la musique, à la chaleur de sa main sur sa taille, à ses yeux qui ne la quittaient pas. « Tout ira bien, » murmura-t-il, « je le promets. » Mais à ce moment, la musique s'arrêta brusquement. Une agitation se produisit à l'entrée de la salle. Le majordome essayait d'arrêter quelqu'un, mais un homme en manteau de voyage avança résolument. Anna se figea, le reconnaissant. Son cœur s'effondra, le sang se glaça dans ses veines. Le baron von Stein, le conseiller personnel de son père, l'homme que le prince envoyait pour les missions les plus délicates. Il l'avait trouvé. Le baron s'arrêta au centre de la salle, balayant l'assemblée du regard. Son regard rencontra Anna, et un sourire triomphant apparut sur ses lèvres. « Votre Altesse » prononça-t-il à voix haute en allemand, et dans le silence de la salle, chaque mot résonna comme un coup de feu. « Enfin, votre père, le prince Elsen, exige votre retour immédiat. » Un silence de mort. Des centaines de paires d'yeux fixèrent Anna. Côte 366. Le secret était révélé. Le silence dura une éternité. Anna resta dans les bras de Richard, sentant des centaines de regards la transpercer. Le baron von Stein attendait, son visage exprimant un triomphe froid. « Côte 367, répéta-t-il plus fort, faisant un pas en avant. «
Côte 368. Richard ne la lâcha pas. Sa main sur sa taille se resserra plus fort, presque douloureusement. Anna sentit son corps se tendre. Vite sa mâchoire se crispait. Côte 369, dit-il d'un ton glacial, pour faire irruption dans ma maison et donner des ordres. Le baron se tourna vers lui, le toisant avec mépris. Le baron von Stein, conseiller du prince Elson, et cette dame, il désigna Anna, était la princesse Anna von Elson, la fille légitime du prince régnant. Elle a fui un engagement et doit maintenant revenir pour remplir son devoir. La salle explosa en murmures. Une princesse en fuite. Un scandale inattendu. La comtesse de Devonshire couvrit sa bouche avec son éventail. Lord Castlereagh fronça les sourcils, se souvenant clairement de leur conversation à la soirée musicale. Lady Clarisse pâlit, s'accrochant au bras de Madame Lefebvre. Mais Richard resta immobile, tel un bouclier entre le baron et Anna. Côte 373, articula-t-il chaque mot. Côte 374. Et il marqua une pause, regardant le baron droit dans les yeux. Côte 375. Le baron ricana. Côte 376. Côte 377, répondit froidement Richard. Côte 378. Côte 379. Le baron rit. Côte 380. Côte 381. Richard fit un pas en avant, et sa voix était d'acier. En Angleterre, une femme a le droit de choisir qui épouser. Et la princesse Anna a fait son choix. Elle m'a choisi. Le baron jeta un regard à la salle, pleine de nobles. Vous entendez tous? Le duc de Windsor a enlevé la fiancée d'un autre. C'est une insulte au prince Elsen et au duc de Bavière. C'est de l'amour, l'interrompit Anna. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Elle sortit de derrière Richard, se tenant à ses côtés. Leurs mains s'entrelacèrent. Leurs doigts si étroitement liés que rien au monde ne pouvait les séparer. « Je n'ai pas été enlevée », continua-t-elle, s'adressant à toute la salle. Côte 386. Elle se tourna vers Richard, rencontrant son regard. Côte 387. Le silence était absolu. Même les murmures s'étaient tus. Tout s'était figé, observant le déroulement des événements. Le baron devint écarlate de colère. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Le duc de Bavière ne pardonnera pas cette insulte. Votre père... » « Mon père, » interrompit Anna, et dans sa voix résonnait toute la douleur accumulée, « a oublié que je suis sa fille. Pour lui, je ne suis qu'un pion dans un jeu. Eh bien, maintenant ce pion a décidé de jouer selon ses propres règles. » Le baron fit un pas en avant, tendant la main. « Assez. Vous venez avec moi. Tout de suite. » « Elle ne va nulle part, » intervint Lord Pembroke, se levant à côté de Richard. « Pas tant que je suis là. » Et moi, Kijach, la comtesse de Devonshire, les rejoignit. La princesse Anna est sous la protection du duc de Windsor, et donc sous la protection de tous ses amis. Un par un, les invités de marque commencèrent à se lever, formant un mur vivant entre le baron et Anna. Même Lord Castlereagh, le ministre des Affaires étrangères, après une longue réflexion, prit place à côté de Richard. « Baron von Stein, je crains que vous ne soyez dans une situation difficile. La princesse a exprimé son désir de rester. Nous, en Angleterre, respectons le droit des femmes de choisir, surtout en matière de mariage. » Le baron regarda l'assemblée, comprenant qu'il avait perdu. Son visage se déforma de colère. Le prince Elsen en sera informé. Cela aura des conséquences politiques. « Qu'il en soit informé, » répondit calmement Richard. « Et dites-lui de ma part, j'ai l'intention d'épouser sa fille, officiellement, avec la bénédiction du roi d'Angleterre.
Si le prince Elson souhaite maintenir des relations diplomatiques avec l'Angleterre, il devra s'y résigner. Vous êtes trop sûr de vous, Osduc, siffla le baron. Non, je sais juste ce que je veux. Et je suis prêt à me battre pour cela. Le baron balaya de nouveau la salle du regard, puis fit demi-tour brusquement et sortit. Ses pas résonnèrent dans l'Iran, dans le silence, jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis la comtesse de Devonshire commença à applaudir. D'autres la rejoignirent, et bientôt toute la salle éclata en applaudissements. Anna sentit ses jambes fléchir. L'adrénaline se retirait, ne laissant derrière elle que fatigue et soulagement. Richard la rattrapa, la retenant. « Code 402, lui murmura-t-il à l'oreille. « C'est fini. » « Non. » Elle toussa. « Ça ne fait que commencer. » Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard surréaliste. Les invités les entourèrent, les inondant de félicitations et de questions. Anna répondait machinalement, ne croyant toujours pas à ce qui s'était passé. Le secret était révélé. Tout le monde savait qui elle était. Et au lieu de la condamnation, elle voyait l'acceptation, la curiosité, sans aucun doute. L'admiration pour son courage, la sympathie. La comtesse de Devonshire l'embrassa. « Courageuse jeune fille, très courageuse. Je suis fier de vous connaître. » Lord Castlereagh s'approcha plus tard, quand la foule s'était un peu éclaircie. « Votre Altesse, je crains que cela ne crée des complications diplomatiques. Mais, il sourit, j'ai toujours été un partisan de l'amour, pas de la politique. Je ferai de mon mieux pour arranger les choses avec votre père. Je vous remercie, milord. » Anna fit une révérence. « Je vous suis redevable. Ne me remerciez pas. Remerciez le duc. » Il fit un signe de tête vers Richard qui parlait à un groupe de gentilshommes. « Il m'a promis de régler les questions commerciales avec la Prusse en échange de mon soutien. Votre fiancé est un négociateur intelligent. » Anna regarda Richard et son cœur déborda de chaleur. Il s'était battu pour elle non seulement par des mots, mais par des actes. Il avait utilisé son influence, ses relations, tout pour protéger leur avenir. Lorsque les derniers invités furent enfin partis et que minuit sonna, ils restèrent seuls dans la salle de bal vide. Les bougies se consumaient, les musiciens rangèrent leurs instruments. Anna était assise sur un canapé près de la fenêtre. Richard se tenait près de la cheminée, regardant les flammes mourantes. « Code 413, dit-elle doucement. Il se retourna, et son visage avait une expression étrange. « Code 414. Code 415. » Il s'approcha, s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Quand ce baron est apparu, un instant, j'ai pensé... » Il déglutit. « J'ai pensé que j'allais te perdre, qu'ils allaient t'emmener et que je ne te reverrais plus jamais. Et c'était insupportable. » Anna toucha sa joue. « Mais tu ne m'as pas perdu. » « Non, mais j'aurais pu. » Ses doigts serrèrent sur ses paumes. « Anna, tu comprends dans quoi nous nous sommes engagés. Ton père ne laissera pas passer ça. Le duc de Bavière non plus. Il y aura des complications diplomatiques, peut-être des menaces. Je sais. » Elle se pencha, posant son front contre le sien. « Mais je choisis ça, je te choisis, même s'il faut se battre contre toute l'Europe. » Il sourit. « Ah, c'est ma réplique. Alors nous sommes faits l'un pour l'autre. » Il l'embrassa, profondément, passionnément, avec le désespoir d'un homme qui avait failli perdre ce qu'il avait de plus cher. Anna répondit avec la même intensité, mettant tout dans le baiser, la peur, le soulagement, l'amour. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletaient. « Épouse-moi, » murmura Anna. « Vite, tout de suite. » Il rit. « Tout de suite ? J'ai peur que ce ne soit impossible. Il faut une licence, une cérémonie. Alors demain, la semaine prochaine, quand tu veux, mais bientôt. » Elle prit son visage dans ses mains.
Je ne veux pas attendre. Je veux être ta femme. Officiellement, légalement, pour que personne ne puisse nous séparer. » Ses yeux s'assombrirent. Cote. 430. Il embrassa ses paumes. Cote 431. Les jours suivants furent fous. L'histoire de la princesse, ensuite, et du duc qui en était tombé amoureux, fit le tour de Londres. Les journaux affichaient des titres en gras. Les caricaturistes dessinaient des images satiriques. Et dans les salons, on ne parlait que du scandale du siècle. Mais, à la surprise d'Anna, la plupart des réactions étaient positives. L'histoire romantique avait conquis les cœurs des Londoniens. Une princesse courageuse qui avait fui un mariage non désiré. Un duc qui avait rejeté toutes les alliances jusqu'à ce qu'il rencontre le véritable amour. Une confrontation entre l'aristocratie et les vieilles coutumes. Une lettre arriva de son père. Anna tint longtemps l'enveloppe dans ses mains avant de l'ouvrir. L'écriture était familière, ferme, décidée. Anna, tu as déshonoré notre famille. Tu as fait échouer une alliance politique importante. Tu m'as mis dans une position intenable devant le duc de Bavière et toutes les cours européennes. Mais tu es ma fille. Et, aussi difficile que cela me soit de l'admettre, tu as montré une force de caractère à laquelle je ne m'attendais pas. Le baron von Stein m'a transmis les paroles du duc de Windsor. Cet homme est prêt à se battre pour toi. C'est louable. Je n'approuve pas ton choix, mais je ne t'en empêcherai pas non plus. Lord Castlereagh m'a assuré que l'alliance avec l'Angleterre est plus importante pour Elson que la vengeance pour l'orgueil bafoué. Sois heureuse, ma fille, et que ton duc soit vraiment digne de toi. Père. Anna plia la lettre, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Il n'y avait pas de bénédiction, mais il y avait de l'acceptation. C'était peut-être le mieux qu'elle puisse espérer. Richard était à ses côtés quand elle lut la lettre. Il la serra dans ses bras quand il vit les larmes sur ses joues. Tout ira bien. Avec le temps, il comprendra. Il verra que tu es heureuse. Et serais-je heureuse? Il se recula, la regardant dans les yeux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu le sois. Le mariage fut fixé pour la mi-juin. Une petite cérémonie dans la chapelle du domaine de Windsor à la campagne. Richard voulait éviter trop de faste, et Anna était d'accord. Elle n'avait pas besoin de faste. Elle avait besoin de lui. Le matin du mariage, le soleil brillait. Le ciel était clair, sans un seul nuage. Les oiseaux chantaient dans les jardins. L'air sentait les roses et l'herbe fraîchement coupée. Madame Lefebvre l'aidait à s'habiller. La robe était simple. Satin blanc avec des broderies de dentelle, taille haute, longue traîne. Les cheveux étaient coiffés simplement, avec des perles entrelacées. Un voile de tulle très fin. « Vous êtes magnifique, Votre Altesse », murmura Madame Lefebvre, ajustant le voile. « Juste Anna », la corrigea-t-elle. « Aujourd'hui, je suis juste Anna, qui épouse l'homme qu'elle aime. » Lady Clarisse, devenue presque une mère pour elle au cours de ces mois, pleura de bonheur. « Oh, mon enfant, je suis si fière de toi, si heureuse pour toi. » La calèche les conduisit à la chapelle. C'était un petit bâtiment en pierre, noyé dans la verdure et les fleurs. À l'intérieur, seuls les plus proches étaient réunis. Lord Pembroke, la comtesse de Devonshire, quelques amis de Richard, Lady Clarisse et Madame Lefebvre. Mais quand Anna entra, elle ne vit que lui. Richard se tenait à l'autel dans un costume sombre. Et quand leurs regards se croisèrent, tout le reste cessa d'exister. Son visage exprimait une telle révérence, un tel amour, qu'elle en eut le souffle coupé. Elle s'approcha lentement de lui, et chaque pas était un pas vers une nouvelle vie, vers la liberté qu'elle avait choisie elle-même, vers l'amour qu'on ne lui avait pas imposé, mais qu'elle avait trouvé. Le prêtre commença la cérémonie. Les mots se résonnaient solennellement, faisant écho aux voûtes de pierre. Richard Alexander Granville, duc de Windsor,
Prends-tu pour épouse Anna Sophia von Elsen? Oui, répondit fermement Richard, sans quitter Anna des yeux. Anna Sophia von Elsen, prends-tu pour époux? Oui. Sa voix tremblait, mais elle était assurée. Les anneaux, les vœux, le baiser qui scella leur union. Et quand ils sortirent l'un de la chapelle, déjà mari et femme, le soleil brillait si fort que le monde semblait doré. Le soir, ils se tenaient sur la terrasse du domaine, regardant le coucher du soleil. Les invités étaient partis, les laissant seuls. Anna se blottit contre Richard, sa main autour de sa taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À la façon étrange dont la vie est faite. » Elle se tourna vers lui. J'ai fui une cage et j'ai cru que je cherchais la liberté. Et j'ai trouvé une autre cage. Mais celle-ci, je l'ai choisie moi-même. Et elle ne ressemble pas à ça, une cage quand tu es là. Il sourit. C'est la déclaration la plus romantique qu'on m'ait jamais faite. Je suis sérieuse. Elle toucha son visage. Tu m'as donné ce que je cherchais. Pas seulement la liberté du devoir, mais la liberté d'être moi-même. Avec toi, je ne suis pas une princesse, pas une duchesse, pas un rôle à jouer. Je suis juste moi. Et je t'aime exactement comme ça. Il embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres. Ma princesse en fuite, ma femme courageuse, mon Anna. Quelque part au loin dans le parc, un rossignol chanta. Le vent bruissait dans les feuilles, apportant le parfum des roses. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « Cote 452 » murmura Anna au-dessus. 453. Richard réfléchit, regardant l'anneau à son doigt, l'anneau même qui avait appartenu à sa mère. Cote 454. Ils restèrent enlacés, jusqu'à ce que le coucher du soleil cède la place au crépuscule, et le crépuscule à la nuit. Et deux personnes qui s'étaient trouvées malgré les circonstances, la politique, le devoir. Des difficultés les attendaient. Des complications diplomatiques avec Elsen, d'éventuelles machinations du duc de Bavière, des commérages mondains et des potins. Mais tout cela semblait insignifiant quand ils étaient ensemble. « Je t'aime », murmura Richard dans l'obscurité. « Cote 456 » répondit Anna. Et à ce moment-là, elle n'avait besoin de rien d'autre. Ni la couronne qu'elle avait laissée, ni le titre qu'elle avait reçu. Seulement ceci, ses mains autour d'elle, son cœur battant à l'unisson du sien, et la promesse du lendemain qu'ils construiraient ensemble. La princesse incognito ne se cachait plus. Elle avait trouvé un foyer. Elle avait trouvé l'amour. Elle s'était trouvée elle-même. Et ce n'était que le début de leur histoire.